Donc, bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, Maître Moussa Sarr. Bonjour Maître. Bonjour Aruna. Alors, bonjour également aux internautes qui vous suivent. Maître, le prétexte de cette invitation, c'est que vous étiez l'avocat de l'étudiant Sayer Kébé. Sayer Kébé a été libéré après avoir passé 4 ans en prison. Un gâchis? Oui, énorme gâchis d'un jeune Sénégalais extrêmement brillant qui a été arrêté en mai 2015 alors qu'il préparait son baccalauréat. Il a été arrêté et mis en détention provisoire pour des chefs d'actes de terrorisme, d'apologie de terrorisme. Au finish, après 4 ans de détention provisoire, la chambre criminelle, après avoir apprécié souverainement les faits qui lui étaient reprochés, a estimé que le jeune Sayer Kébé n'avait commis aucun fait d'acte de terrorisme. Ainsi, il a été acquitté du chef d'acte de terrorisme, du chef d'apologie de terrorisme. Ce qui a été retenu contre lui, c'est de simples menaces et il a été condamné à 3 mois avec sursis. Ça veut dire que c'est un énorme gâchis, n'est-ce pas, en ce qui concerne ce garçon-là, qui devait aujourd'hui, s'il n'avait pas fait l'objet de cette arrestation, titulaire près d'un Master 1 déjà en train de servir son pays. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités pour lui de faire recourir, je ne sais pas, contre l'État pour avoir perdu autant d'années? Oui, pour moi, il y a un recours qui est possible parce que tout fait d'une personne physique ou d'une personne morale qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer. Pour moi, le jeune Sayer Kébé a la possibilité d'assigner l'État du Sénégal en responsabilité et en paiement pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Pour moi, c'est parfaitement possible. En outre, il y a la question également de la commission d'indemnisation qui a déjà commencé à fonctionner depuis quelque temps. Maintenant, à ce niveau-là, il y a un débat pour dire que pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation à ce niveau, il faut être acquitté, n'est-ce pas, sur toutes les infractions. Dès lors qu'il y a ce débat à ce niveau, il me semble plus adéquat de saisir le tribunal de grande instance d'une action en responsabilité en paiement pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Donc, s'il fait recours, est-ce qu'il a des chances réelles Pour moi, il a des chances. On ne peut pas contester en l'espèce qu'il y a un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Quand la justice d'un pays arrête un citoyen, le met 4 ans en détention provisoire, on l'acquitte pour les chefs de crime. On ne retient contre lui qu'une simple menace avec une peine de sursis. Mais on lui a causé manifestement un préjudice. Ce préjudice, personne ne peut le contester. Ça veut dire que la justice a estimé que Sayer Kébé ne méritait même pas de dormir une seule nuit en prison. Et vous le gardez pendant 4 ans. Donc le dommage, il est là. Le dysfonctionnement du service public de la justice aussi est là. Pour moi, il y a un moyen de réparer ce préjudice-là. Et il doit être réparé. Okay. Mais le cas Sayer Kébé ne pose-t-il pas le débat des longues détentions provisoires ici au Sénégal? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations. Oui, c'est plusieurs personnes. Et depuis plusieurs années, ça pose la lancinante question des longues détentions provisoires en matière criminelle. Je pense que sous ce rapport, l'État du Sénégal doit prendre urgemment des mesures pour mettre fin à ces longues détentions que rien ne justifie. Et l'État doit essayer de légiférer pour se conformer aux standards internationaux qui voudraient que les longues détentions en matière criminelle soient limitées au maximum en 1 année. Donc il faut que le code de procédure pénale soit modifié pour dire que lorsqu'un citoyen est poursuivi pour des faits de crime, après 1 an d'instruction, si le dossier n'est pas bouclé, on le libère d'office ou on le juge. Donc il y a nécessité de légiférer en la matière. Parce que ça viole manifestement les droits et libertés des citoyens. Alors, il y a un de vos confrères qui est maintenant ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que peut-être avec lui, les choses peuvent viser? Peut-être avocat et peut-être différent des autres ministres de la Justice qui ne sont pas forcément de la corporation? Oui, c'est un confrère, nous nous félicitons de sa nomination, mais il reste qu'un ministre n'a pas de pouvoir propre. Le ministre ne fait que mettre à exécution les directives et les instructions reçues du chef de l'État. Espérons que pour cette fois, l'État du Sénégal prenne l'exacte mesure de la gravité des multiples abus dont les citoyens sont victimes à la suite d'arrestations qui ne sont fondées sur absolument rien du tout. Donc nous avons bon espoir que le ministre de la Justice d'ailleurs
qui s'est prononcé sur la question va aller dans le sens, après instruction des plus hautes autorités de l'État, pour légiférer et limiter les détentions en matière criminelle à 1 an, n'est-ce pas, d'instruction, comme il a été limité les instructions en matière correctionnelle à 6 mois. Je pense que ce serait une avancée extrêmement importante pour, n'est-ce pas, l'état de droit, pour la consolidation également des droits de l'homme. Alors, Maître, revenons un peu sur l'actualité qui est marquée par la décision prise par le chef de l'État de supprimer le poste de Premier ministre. Le débat se pose, faut-il le faire par voie référendaire ou bien faut-il passer par l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous dites à nous autres Sénégalais lambda qui ne connaissons pas trop ces débats? La révision constitutionnelle peut être faite par voie législative comme elle peut être faite par voie référendaire. Mais il reste que la voie référendaire est plus démocratique. Parce que là, on s'adresse directement au peuple qui va apprécier souverainement la pertinence et le bien fondé de la proposition de réforme. Maintenant, un référendum, ça nécessite une préparation, ça nécessite un budget. J'ai l'impression que dans cette affaire, l'État va aller très vite. Parce qu'il me semble que la question sera abordée, étudiée par l'Assemblée le 4 prochain. À partir de ce moment-là, vu ce délai extrêmement court, je ne pense pas que l'État songe à aller vers un référendum, outre l'organisation que cela nécessite et le budget. Donc, certainement, ils vont s'en tenir à l'Assemblée nationale, où il y a moins de risques politiques également, parce que là, ils ont une majorité qualifiée confortable, et que cette révision, je pense, passerait comme lettre à la poste. Je ne pense pas que l'État aille dans le sens d'aller vers un référendum. Mais pour moi, au-delà même de cette question de référendum ou de voie législative, cette question devait faire l'objet d'une concertation avec les acteurs politiques. Parce que le changement d'un régime politique est une question éminemment politique. Elle est également transmandature. Donc, il serait plus judicieux que l'État, n'est-ce pas, discute, les autorités étatiques discutent avec les acteurs politiques. Et je pense que le lieu le plus indiqué, étant donné qu'on parle de dialogue national, de concertation, d'attendre ce moment-là. Mais curieusement, on sent une certaine précipitation. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'explique. Certainement, il y a un mobile politique qui justifie cette précipitation-là. Mais ce serait idéal, n'est-ce pas, d'évoquer la question au moment du dialogue politique, parce que c'est une question vraiment éminemment politique et transmandature. Voilà. On ne doit pas faire preuve d'unilatéralisme politique sur ces questions-là. Alors, sur cette question, d'ailleurs, la suppression de ce poste, est-ce que, bon, ce n'est pas une manière pour le chef de l'État d'avoir une mainmise sur vraiment toutes les affaires? Oui, pour moi, dans notre système politique, depuis la réforme, depuis la constitution du 7 mars 63, le chef de l'État a quasiment tous les pouvoirs. Presque il a tous les pouvoirs, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette suppression du poste de Premier ministre, ce n'est pas la première fois, c'est déjà fait et refait. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant qu'on évoque que c'est pour des raisons d'efficacité, oui, certainement. D'autres raisons officieuses disent que c'est pour éviter un dauphinat, pour éviter que le Premier ministre se prenne pour un dauphin. Oui, certainement, mais pour moi, c'est un mobile politique qui est à la base de ces réformes. On va en 2022 à des élections à mi-mandat. Et les Sénégalais, pour l'ensemble, savent que le chef de l'État fait son deuxième et dernier mandat. Donc, ils se disent, quelque part, les autorités étatiques, le régime en place, qu'il est fort probable en 2022, avec les élections législatives, qu'il y ait un changement de majorité parce que les gens vont se dire que le chef de l'État devra partir. À partir de ce moment-là, pour éviter tout risque de cohabitation politique, de changement de majorité et un blocage un peu de nos institutions, le chef de l'État anticipe en faisant ces réformes pour avoir les coups de franche, pour avoir les moyens politiques d'aller jusqu'au bout de son mandat, quels que soient les résultats des élections à mi-mandat en 2022. Pour moi, c'est mon avis, c'est le mobile politique qui prime sur toutes ces considérations-là, qui sont peut-être vraies, mais qui ne pèsent pas grand-chose par rapport à ce mobile politique. Je pense que le chef de l'État veut avoir les cartes en main pour pouvoir dérouler jusqu'en 2024. Et s'il ne le fait pas, il peut avoir des incertitudes, des surprises. Et étant un fin politique, il se dit, je ne prends aucun risque. Donc je modifie et ça me permet, quelle que soit la situation en 2022, je puisse dérouler mon programme jusqu'en 2024 à la fin de mon mandat. Pour moi, c'est beaucoup plus cela. C'est plus que en modifiant, il viole aussi quelque part
les règles démocratiques. Peut-être qu'on ne peut pas de façon unilatérale modifier. Bon, il ne viole pas. Le président peut constitutionnellement faire une proposition de révision de la Constitution. Ce n'est pas une violation. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, en matière politique, en matière démocratique, la discussion et la concertation doivent être de mise. La concertation et la discussion constituent le substrat, la substance de la démocratie. Je ne pense pas qu'un unilatéralisme politique puisse prospérer en la matière. L'idéal serait vraiment d'échanger avec la classe politique, de les consulter, de prendre leur avis, de discuter avant d'aller vers une réforme aussi importante. C'est mon avis. Il fallait vraiment en discuter. D'autant plus qu'il y a de cela quelques mois, 2 mois, il y avait la campagne présidentielle et le chef de l'État n'en a pas parlé. Il a caché son jeu. Bon, en tout cas, tout porte à le croire. Et ensuite, on s'apprête à aller vers un dialogue. Donc pourquoi durant cette séquence temporelle très courte, qu'on veuille coûte que coûte adopter ces révisions? C'est pourquoi je pense, moi, humblement, qu'il y a un mobile politique derrière. Ok. Donc peut-être une dernière question. L'affaire Khalifa Sall, on avait annoncé son... Comment on l'appelle, sans vol jargon? Grâce. Une grâce, mais à l'arrivée, rien de nouveau sous le soleil. Bon, écoutez, le droit de grâce relève de l'appréciation souveraine du chef de l'État. Il appartient au président de la République, n'est-ce pas, de décider souverainement s'il doit le gracier, oui ou non. Il reste qu'il y a le dialogue national, peut-être au cours de ce dialogue national, la question de M. Khalifa Sall et peut-être de Karim Wade sera évoquée. En tout cas de cause, si les élections pour moi législatives sont maintenues au mois de décembre, parce qu'il y a un débat, ça va être reporté, ça m'étonnerait que M. Khalifa Sall soit libéré si les élections législatives sont prévues, du moins si les élections locales sont prévues en décembre. Parce que même s'il n'est pas candidat à la mairie, il reste influent. Et j'ai l'impression, et c'est le droit le plus absolu, que le régime en place va récupérer la capitale. Probablement, s'il doit être récupéré, s'il doit être libéré, ce serait après. Ça, c'est mon simple avis, mon humble avis, qui vaut ce qu'il vaut. Qui tient la route quand même. Ouais, voilà. Voilà. Parce qu'ils veulent, voilà. Ok. Donc, merci, maître. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission. Nous rappelons aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité maître Moussa Sarr, qui était l'avocat de Sayer Kébé. C'est ça. À faire apologie du terrorisme. Merci. C'est ça, merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.